Installe-toi, je te raconte une histoire vraie qu'on oublie trop souvent. Imagine, tu allumes la radio un soir d'automne. On est en 1938. À cette époque, la radio, c'est la voix officielle du monde. C'est là que tu apprends les nouvelles, que tu entends les communiqués, que tu sais ce qui se passe pour de vrai. Tu n'as pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas de notifications. Quand la radio parle, on écoute. Ce soir-là, tu tombes sur une émission qui ressemble à une soirée normale. Un peu de musique, un ton détendu. Puis soudain, la musique s'arrête, une interruption, un flash. Une voix sérieuse annonce qu'un événement étrange vient d'être signalé. Quelque chose est tombé du ciel. Un objet métallique. Des gens se rassemblent. On envoie des spécialistes sur place. Au début, ça ressemble à un fait divers un peu bizarre. Une de ces nouvelles qu'on écoute en fronçant les sourcils, sans trop savoir si ça va rester anecdotique ou devenir grave. Et puis la radio interrompt encore. Et encore. Le ton change. Les mots deviennent plus rapides, plus tendus. L'objet n'est plus seulement étrange. Il devient inquiétant. On parle de fumée. On parle de panique. On parle de gens qui s'effondrent. Et là, tu sens la bascule. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais ton cerveau commence à faire son travail le plus dangereux. Il remplit les trous. Il imagine. Il relie les indices. Et il finit par former une conclusion terrifiante. Ce que tu entends ressemble à une catastrophe en direct. Cette nuit-là, une émission a marqué l'histoire. On l'a souvent appelé le plus grand canular de tous les temps. C'était une adaptation radiophonique de La Guerre des mondes, un roman où des extraterrestres envahissent Mortaïs la Terre. Mais ce qui la rend unique, c'est la façon dont elle a été jouée. Pas comme une fiction traditionnelle, pas comme une pièce de théâtre annoncée clairement et déroulée tranquillement. Non. Elle imitait le rythme et le style des bulletins d'information de l'époque. Et c'est là que la magie noire du récit opère. Parce que si tu prends une histoire fantastique et que tu la présentes avec les codes du réel, des interruptions, des correspondants, des détails concrets, des lieux précis, des descriptions techniques, tu obtiens quelque chose qui ne ressemble plus à un scénario. Tu obtiens quelque chose qui ressemble à un événement. Le détail crucial, c'est que beaucoup de gens n'ont pas entendu le début. Ils sont arrivés en cours de route. Ils ont zappé depuis une autre station ou ils ont allumé la radio après le démarrage. Et en entrant dans le film, en plein milieu, ils n'ont pas eu le panneau fiction au début du tunnel. Ils ont eu directement le bruit, l'urgence, la tension. Alors certains ont cru. Ou du moins, certains ont douté suffisamment pour agir. Appeler un proche, téléphoner à la police, vérifier dehors, chercher des informations. Dans un monde sans Internet, vérifier une info peut prendre du temps. Et l'angoisse profite toujours de ce délai. Quand tu ne peux pas confirmer, tu imagines. Et quand tu imagines, la peur prend de l'avance. C'est là qu'est née la légende. On raconte que des foules ont paniqué, que tout le pays a cru à une invasion, que l'Amérique entière est devenue folle pendant une soirée. Sauf que le détail qui change tout, c'est que cette panique nationale a été largement amplifiée. Oui, il y a eu de la confusion. Oui, il y a eu des appels, des gens inquiets, des auditeurs trompés. Mais l'idée d'un pays entier en hystérie totale, c'est probablement une version gonflée avec le temps. Et c'est logique, une histoire comme ça est parfaite pour être racontée, répétée, exagérée. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir un mythe. Elle fait peur, elle surprend, elle amuse, et elle porte un message moral très moderne. Les médias peuvent tromper. Il y a même une autre raison qui a nourri le mythe. À l'époque, la radio prenait de plus en plus de place, et elle devenait un concurrent direct pour la presse écrite. Une histoire qui dit « la radio a semé la panique », c'est une histoire qui fait vendre du papier. C'est une histoire qui donne à certains journaux l'occasion de dire « Vous voyez, on vous l'avait dit, ce nouveau média est dangereux ». Alors le récit a grossi, il s'est simplifié. Il est devenu une sorte de parabole, et c'est peut-être ça le vrai canular. Pas seulement l'émission, mais la manière dont le monde a ensuite raconté l'événement comme une panique gigantesque. Mais même sans exagération, l'épisode reste fascinant, parce qu'il révèle quelque chose de très humain. On ne croit pas seulement un contenu, on croit une forme. Quand une information est présentée avec les codes du sérieux, urgence, interruption, détails précis, notre cerveau baisse sa garde. Et c'est une leçon qui n'a pas vieilli d'un jour. Aujourd'hui, ce ne sont plus des flashs radio. Ce sont des vidéos qui semblent volées, des captures du haut d'écran, des titres alarmants, des montages qui cobannent les codes de l'information. La technologie change, mais le mécanisme reste le même. Quand ça ressemble au réel, on est tenté de le traiter comme réel.
Donc, la prochaine fois qu'une info te donne un frisson instantané, qu'elle te met en colère ou qu'elle te donne envie de la partager immédiatement, pense à ce soir de 1938. Pense à une invasion extraterrestre présentée comme un bulletin d'actualité. Et rappelle-toi que parfois, la chose la plus puissante n'est pas l'histoire. C'est la manière dont on te la raconte. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.